La pluie tombait en rideaux épais sur les pavés noirs de Paris, lavant les rues de leur crasse habituelle. Camille se tenait figée devant la grande porte en chêne de l'immeuble. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle peinait à tenir le grand sac poubelle noir contenant toute sa vie. Elle leva les yeux vers la fenêtre du 3e étage. La lumière chaude du salon brillait encore. Julien était là-haut, son mari, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié pendant 7 longues années. L'odeur de l'asphalte mouillé lui montait à la gorge, se mélangeant au goût salé de ses propres larmes. Elle se souvenait de la voix glaciale de Julien, prononçant ces mots qui avaient détruit son univers. Le froid mordant de novembre transperçait son fin manteau de laine. Le bruit des klaxons lointains lui rappela qu'elle était seule au monde. Paris l'avait recrachée. Camille avait quitté son petit village de Val-de-Loup à 18 ans avec des rêves d'architecture plein la tête. Elle avait rencontré Julien, un Parisien arrogant mais charmant, et croyait avoir trouvé le bonheur. Mais un AVC foudroyant avait frappé Béatrice, la mère de Julien. Du jour au lendemain, Camille avait abandonné sa carrière naissante pour devenir une infirmière à plein temps. Elle avait passé 7 ans confinée dans un appartement étouffant, à nourrir, laver et soigner une femme qu'il avait toujours méprisée pour ses origines provinciales. Et quand Béatrice a finalement rendu son dernier souffle, Julien n'a pas pleuré de soulagement avec sa femme. Il l'a jetée dehors. Il fréquentait une autre femme depuis 3 ans. Une femme qu'il accompagnait dans des soirées chics pendant que Camille vidait des bassins. Sans argent, sans emploi et sans fierté, Camille n'avait plus qu'un seul refuge. Retourner vivre chez sa mère dans la campagne profonde. Le train régional grinçait sur les vieux rails métalliques, s'enfonçant lentement dans le cœur verdoyant de la France rurale. Camille regardait le paysage défiler par la fenêtre tachée de boue. Les champs de blé doré avaient laissé place à d'épaisses forêts de chênes centenaires. L'odeur de la ville s'estompait, remplacée par le parfum brut de la terre humide et de la sève. Val-de-Loup n'avait pas changé depuis son départ. C'était toujours ce même bourg endormi, avec son église en pierre grise et ses toits en ardoise qui semblaient peser sur les maisons. Camille serra la poignée de sa valise cabossée. Chaque kilomètre la rapprochant de la gare réveillait un mélange de honte et de soulagement. Elle avait promis de revenir en triomphatrice, avec un diplôme prestigieux et une vie de rêve. Elle revenait brisée, rejetée par l'homme qu'elle pensait aimer. Le crissement strident des freins l'attira de ses sombres pensées. Les portes s'ouvrirent dans un souffle rauque. L'air frais de la campagne lui gifla le visage. Elle prit une grande inspiration, sentant ses poumons se remplir d'oxygène pur. Le quai était désert. Seule une vieille horloge rouillée marquait le temps qui semblait s'être arrêté ici. Sa mère l'attendait devant la petite maison familiale, les bras croisés sur son tablier de cuisine. Sophie n'avait posé aucune question au téléphone. Elle avait simplement dit qu'elle préparait un ragoût. Camille laissa tomber son sac sur le gravier de l'allée et se jeta dans les bras de sa mère. L'étreinte était chaude, familière, rassurante. L'odeur de la viande mijotée, du thym et du feu de bois flottait dans la petite cuisine aux murs tapissés de fleurs. Pendant des heures, Camille raconta tout, les infidélités de Julien, la cruauté de ses mots, le sentiment d'avoir jeté 7 ans de sa jeunesse dans le vide absolu. Sophie l'écouta en silence, caressant doucement les cheveux de sa fille. Elle lui servit un grand bol de soupe fumante. « Mange, mon enfant, dit-elle simplement. Les hommes comme lui sont des tempêtes. Ils détruisent tout sur leur passage, mais la terre finit toujours par refleurir. » Camille sentit une larme glisser sur sa joue. Elle se sentait protégée ici, loin des regards moqueurs de la capitale. Mais le silence de la campagne était aussi lourd. Il lui laissait trop de temps pour penser à son échec retentissant. Le lendemain matin, un coup violent porté contre la porte d'entrée fit sursauter Camille. Elle ouvrit pour découvrir une femme spectaculaire, vêtue d'un manteau léopard et portant d'énormes lunettes de soleil. C'était Chloé, son ancienne camarade de classe. À l'école, Chloé était la fille rebelle, celle qui fumait derrière le gymnase et rêvait de richesse. Aujourd'hui, elle sentait le parfum de luxe à plein nez. Chloé retira ses lunettes d'un geste théâtral, dévoilant des yeux cernés, mais toujours aussi perçants. « Tu as une mine affreuse, ma pauvre Camille », lança-t-elle avec un sourire éclatant.
les rumeurs vont vite au village. Ton abruti de mari t'a largué. Bienvenue au club des cœurs brisés. » Chloé s'invita dans le salon, jetant son sac de marque sur le vieux canapé fleuri. Elle raconta sa propre débandade. Elle vivait sur la côte d'Azur avec un riche restaurateur nommé Antoine. Mais des hommes inquiétants avaient commencé à la suivre dans les rues de Nice. Paniquée, croyant qu'Antoine trempait dans la mafia, elle avait fait ses valises en pleine nuit et fui vers son village natal, 2 femmes en fuite, réunies par le hasard. Camille esquissa son premier sourire depuis des jours. L'après-midi même, les 2 femmes décidèrent d'aller se promener près de la Louve, la rivière qui bordait le village. Le soleil tapait fort sur la cime des arbres. Le chant strident des cigales remplissait l'air lourd de l'été naissant. Chloé marchait difficilement avec ses sandales à talons dans la terre meuble, jurant à chaque faux pas. Camille, pieds nus dans ses vieilles baskets, savourait le contact du sol naturel. Elle marchait le long de la rive, se remémorant les souvenirs d'enfance. « Tu te souviens de l'abbaye en ruine ?» demanda Chloé. « Et de cette folle qui nous terrorisait, Élise. » Camille frissonna. Élise était la paria du village, une femme aux cheveux gris emmêlés qui vivait recluse dans les bois. Les enfants disaient qu'elle mangeait des animaux crus. L'eau de la rivière clapotait doucement contre les rochers. Une brise légère fit frémir les longs roseaux verts. Camille s'arrêta net. Son regard fut attiré par une forme étrange coincée entre des racines épaisses, à moitié submergée. Au début, elle crut voir un tas de vieux vêtements abandonnés. Mais l'eau claire révéla un détail glaçant. Une main blanche, livide, flottait à la surface. Les ongles étaient bleuis par le froid. Le cœur de Camille s'emballa brutalement, frappant sa poitrine comme un marteau. Elle fit un pas en arrière, le souffle coupé. Chloé remarque mon regard terrifié, s'approcha en râlant. « Qu'est-ce que tu as vu, une couleuvre ?» Puis Chloé hurla. Un cri strident qui déchira le silence de la vallée. Le corps d'une femme flottait sur le dos, les yeux grands ouverts fixant le ciel sans nuages. Son visage gonflé par l'eau était méconnaissable, mais les vieux chiffons superposés qu'elle portait ne laissaient aucun doute. C'était Élise, la folle du village. Camille recula, en trébuchant sur une racine, tombant lourdement sur le sol humide. L'odeur de la vase et de la mort envahit soudain ses narines. Chloé tremblait de tous ses membres, incapable de détacher son regard du cadavre. « Il faut appeler la police » balbutia Camille d'une voix étranglée. Chloé sortit son téléphone avec des gestes saccadés, ses ongles manucurés tapant nerveusement sur l'écran. La scène semblait irréelle. Le soleil continuait de briller, les oiseaux de chanter, indifférents à la tragédie humaine qui venait d'être découverte dans ce décor de carte postale. 20 minutes plus tard, les sirènes brisèrent la tranquillité de Val-de-Loup. Un véhicule de gendarmerie freina brusquement sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière étouffant. Un homme en descendit avec une agilité féline. « Capitaine Laurent ?» Grand, les épaules larges, le visage barré par une mâchoire carrée et une barbe de 3 jours. Ses yeux sombres scannèrent immédiatement les environs avant de se poser sur les 2 femmes tremblantes. Il s'approcha d'un pas lourd, ses bottes écrasant l'herbe haute. « Qui a trouvé le corps ?» demanda-t-il d'une voix grave et rocailleuse. Camille leva timidement la main. Laurent l'examina un instant. Son regard était froid, presque inquisiteur. Il s'avança vers la berge, écarta les roseaux et observa le cadavre d'Élise. « Pas de panique, c'est sûrement une glissade accidentelle, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. La vieille avait la tête qui flanchait. Chloé s'avança, indignée par son manque de tact. Une glissade. « Vous rigolez, capitaine. Regardez son cou. Il y a des traces sombres. On l'a étranglé. » Laurent se tourna lentement vers Chloé, un rictus ironique sur les lèvres. « Ah, nous avons une experte en médecine légale parmi nous. Merci pour votre expertise, madame. » Le sarcasme de Laurent fit bouillir le sang de Chloé. Elle croisa les bras, défiant le regard du policier. « Je ne suis pas idiote. Je regarde des séries policières. Ces marques sont des ecchymoses. » Laurent soupira, sortit un carnet de sa poche et commença à prendre des notes, ignorant royalement Chloé. Camille observait l'échange avec une curiosité mêlée d'anxiété. Le capitaine émanait une autorité brute, mais il y avait une fatigue profonde dans ses yeux.
Vos noms et adresses, ordonna-t-il sèchement. Camille donna les informations avec une voix tremblante. Laurent gribouilla sur son carnet, referma la couverture avec un claquement sec et leur fit signe de partir. « Rentrez chez vous. La zone est sous scellée. Ne touchez à rien et ne parlez de ça à personne. Compris. » Camille hocha la tête, tirant Chloé par la manche. Sur le chemin du retour, Chloé tempêtait. « Quel rustre! Il n'a même pas pris la peine de m'écouter. » « Je te parie tout ce que tu veux que cette pauvre Élise a été assassinée. » Camille essaya de la calmer. « C'est son travail, Chloé. Il sait ce qu'il fait. » Mais au fond d'elle-même, Camille repensait aux marques violacées sur le cou de la vieille femme. Chloé n'avait peut-être pas tort. La nouvelle de la mort d'Élise fit l'effet d'une bombe dans les petites ruelles de Val-de-Loup. Le lendemain, à la boulangerie, on ne parlait que de ça. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle avait trébuché sous l'effet de l'alcool. D'autres murmuraient qu'un vagabond de passage l'avait agressée. Camille écoutait les commérages en achetant sa baguette, le cœur serré. La solitude de cette femme dans la mort résonnait étrangement avec sa propre solitude. En sortant, elle tomba nez à nez avec le capitaine Laurent. Il portait une chemise civile, un café à la main. « Bonjour » lâcha-t-il d'un ton bourru. Camille se sentit rougir sous son regard pénétrant. « L'autopsie a parlé, capitaine » demanda-t-elle avec hésitation. Il prit une gorgée de son gobelet en carton, noyade. Les poumons étaient remplis d'eau, les marques sur le cou, de simples irritations causées par les ronces lors de la chute. Affaire classée. Camille hocha la tête, soulagée et déçue à la fois. Elle s'apprêtait à partir quand il ajouta, d'une voix plus douce: « Ne vous laissez pas embobiner par votre ami. La vraie vie n'est pas un film américain. Rentrez vous reposer, Camille, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. » Mais Chloé ne comptait pas en rester là. Le soir même, elle débarqua chez Camille avec une bouteille de vin rouge et une détermination féroce. « Le légiste est un incompétent ou il couvre quelqu'un, » déclara-t-elle en servant 2 grands verres. Camille soupira, massant ses tempes douloureuses. « Chloé, on doit arrêter avec ça. La police a conclu à un accident. On ne va pas jouer au détective privé. » Mais Chloé s'assit sur le bord de la table, les yeux brillants d'excitation. « Écoute, Camille, tu viens de subir un traumatisme. Moi aussi. On s'ennuie à mourir dans ce trou perdu. » Élise ne parlait à personne, mais elle fouinait partout. Imagine qu'elle ait vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Camille prit une gorgée de vin. Le liquide chaud descendit dans sa gorge, éveillant une audace qu'elle croyait disparue. « Et tu proposes quoi » demanda-t-elle. Chloé sourit de toutes ses dents. On retourne à la rivière. On fouille l'endroit exact. La police n'a même pas dragué le fond. Ils s'en fichent parce que c'est une clocharde. Mais nous, on va trouver la preuve. Camille hésita. L'idée était folle, dangereuse, mais incroyablement stimulante. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une étincelle de vie. Le lendemain, à l'aube, une brume épaisse recouvrait la vallée. Les 2 femmes se faufilèrent hors du village, armées de bottes en caoutchouc et de longs bâtons en bois. Le chemin vers la rivière semblait plus long dans la lumière pâle du matin. Les branches des arbres ressemblaient à des bras squelettiques tendus vers elles. L'eau de la louve était noire et glaciale. Chloé entra la première, grimaçant, lorsque l'eau boueuse dépassa ses mollets. « Fouille la vase avec ton bâton » ordonna-t-elle. Camille s'exécuta, son cœur battant la chamade. Le silence était total, seulement troublé par le clapotis de l'eau. Elles cherchèrent pendant 1 heure, ne remontant que des capsules de bière rouillée et des morceaux de verre. « J'ai froid, Chloé » grelotta Camille. « On perd notre temps. » Soudain, le bout de son bâton heurta quelque chose de dur, avec un cliquetis métallique sourd. Elle plongea sa main dans l'eau glacée, ses doigts s'enfonçant dans la vase nauséabonde. Elle sentit un objet lourd, froid. Lorsqu'elle le sortit de l'eau, le premier rayon de soleil traversa les nuages, illuminant sa trouvaille. Chloé poussa une exclamation de surprise. Dans la main couverte de boue de Camille reposait un bijou incroyable. C'était une boucle d'oreille ancienne, massive, de l'or massif finement ciselé, entourant une pierre rougeoyante de la taille d'une noix, un rubis. La pierre captait la lumière et semblait brûler d'un feu intérieur. Camille était pétrifiée.
Le poids de l'objet dans sa main témoignait de sa valeur inestimable. « Qu'est-ce qu'un bijou pareil fait dans la boue d'une rivière » murmura-t-elle fascinée. Chloé s'en empara avec des gestes avides. « Tu rigoles, c'est un trésor. Ça appartient sûrement à Élise. Tu crois qu'elle a été tuée pour ça ?» Camille frissonna. La théorie du crime prenait soudain une ampleur terrifiante. C'est la preuve qu'il nous fallait. Avant qu'elle ne puisse célébrer leur découverte, une voix grave et autoritaire résonna derrière elle. « Je peux savoir à quel jeu vous jouez. » Les deux femmes sursautèrent et se retournèrent. Le capitaine Laurent se tenait sur la berge, les poings sur les hanches, le visage fermé par la colère. Son regard passa de leur visage coupable à la boucle d'oreille qui brillait dans la main de Chloé. Il descendit la pente boueuse en deux enjambées, sa haute stature dominant les deux femmes effrayées. « Donnez-moi ça immédiatement. » Laurent arracha presque le bijou des mains de Chloé. Il l'examina sous la lumière du jour, ses sourcils se fronçant profondément. L'expression de sarcasme avait disparu de son visage, remplacée par une concentration intense. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix tranchante comme une lame. Camille montra l'endroit exact dans l'eau, enfoui dans la vase. « Capitaine, ce n'était pas un accident. Élise a été tuée pour ce bijou. » Laurent glissa la boucle d'oreille dans un petit sac en plastique transparent qu'il tira de sa veste. « Vous venez de contaminer une scène de crime potentiel. Vous réalisez votre stupidité. » Camille sentit la colère monter. « Nous avons trouvé ce que vos hommes ont été incapables de voir. Au lieu de nous engueuler, vous devriez nous remercier. » Laurent planta son regard sombre dans le sien. Le silence s'étira entre eux, chargé d'une électricité soudaine. Il finit par soupirer, passant une main lasse sur son visage. « Très bien, je relance l'enquête. Mais vous rentrez chez vous et vous oubliez ça. Si le tueur cherche cette boucle, vous venez de vous dessiner une cible dans le dos. Rentrez, maintenant. » Il tourna les talons et remonta la berge, les laissant seuls dans l'eau glaciale. De retour dans la chaleur de la cuisine de Camille, Chloé faisait les 100 pas, folle de rage. « Il nous a traités comme des enfants. Ce flic cache quelque chose, j'en suis sûre. Il veut la gloire pour lui tout seul. » Camille séchait ses cheveux avec une serviette, pensive. Le regard de Laurent ne montrait pas de la cupidité, mais de l'inquiétude. Il s'inquiétait pour nous, Chloé. Il sait que c'est dangereux. Chloé balaya l'argument d'un geste de la main. Foutaise. Il faut qu'on découvre d'où vient ce bijou avant lui, et je sais exactement à qui demander. Bastien. Camille leva les yeux, surprise. Bastien. Le petit intello à lunettes de notre classe. Oui, confirma Chloé. Il est devenu l'archiviste du village. Il connaît toute l'histoire de la région. S'il y a un trésor perdu dans le coin, Bastien le saura. L'idée semblait logique. Bastien vivait reclus au-dessus de la vieille bibliothèque municipale. Camille accepta. Après tout, comprendre l'histoire de la victime était essentiel. Elles s'habillèrent chaudement et prirent la direction du centre du village. Le vent s'était levé, arrachant les feuilles mortes des arbres dans un tourbillon sinistre. L'ombre du clocher s'allongeait sur les pavés humides. L'appartement de Bastien empestait la poussière, le tabac froid et le vin bon marché. Le jeune homme, autrefois fluet, avait pris du ventre. Ses cheveux étaient gras et ses lunettes reposaient de travers sur son nez. Il les accueillit avec une nervosité évidente, jetant des regards furtifs vers la porte. « Entrez, entrez » marmonna-t-il en dégageant des piles de vieux grimoires d'un canapé usé. « Qu'est-ce qui m'amène l'honneur de la visite des deux plus belles filles de ma jeunesse ?» Le compliment sonnait faux. Chloé ne prit pas de gants. « On veut savoir ce que tu sais sur Élise, la folle qui est morte. » Bastien tressaillit. Il se dirigea vers une table bancale et se versa un grand verre de vin rouge d'une main tremblante. « Élise, répéta-t-il, la voix éraillée. C'est une histoire tragique, très tragique. Elle n'a pas toujours été folle, vous savez. » Il but une longue gorgée, cherchant du courage dans l'alcool. Camille s'assit au bord du canapé, attentive. « Raconte-nous, Bastien. Qui était-elle » L'archiviste s'essuya la bouche d'un revers de manche. Son regard se perdit dans le vide, fixant un point invisible sur le mur jauni. Il y a 30 ans, Élise était la meilleure inspectrice de police de la région. Brillante, implacable.
Camille et Chloé échangèrent un regard stupéfait. Élise, l'inspectrice de police. Bastien hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. Oui, jusqu'au jour où elle a croisé la route de Victor, Victor le balafré, un braqueur de banque charismatique, violent, mais terriblement séduisant. Élise devait l'interroger, mais au lieu d'obtenir des aveux, elle est tombée follement amoureuse de lui. Bastien fit les 100 pas dans la pièce encombrée. Il lui a promis la lune, une vie sous les tropiques, des enfants, une maison blanche face à la mer. Et Élise, aveuglée par la passion, a oublié son insigne. Elle a décidé de l'aider à s'évader. Le récit glaçait le sang de Camille. L'amour pouvait donc détruire à ce point. Mais il y avait un problème, continua Bastien. L'évasion coûtait très cher. Des complices à payer, des gardiens à corrompre. Élise n'avait pas cet argent sur son salaire de flic. Chloé se pencha en avant. Comment a-t-elle fait, alors? Bastien baissa la voix, son visage s'illuminant d'une lueur fiévreuse. C'est là que la légende intervient. Élise appartenait à la lignée des anciens seigneurs de Val-de-Loup. Elle a trouvé la cachette du trésor de ses ancêtres, le trésor perdu du marquis. « Le trésor du marquis » murmura Camille, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Bastien acquiesça avec ferveur. Une fortune en bijoux anciens, cachée pendant la Révolution française. Élise a utilisé quelques pièces pour payer les complices de Victor. L'évasion a eu lieu, mais Victor l'a trahi. Dès qu'il a été libre, il a pris la fuite sans elle, emportant le reste de l'argent. Il s'est fait abattre par la police 2 jours plus tard dans une ruelle de Marseille. Élise a tout perdu. Son travail, son amour, sa dignité. Elle est devenue folle de chagrin et s'est exilée dans les bois. Chloé sortit son téléphone et montra une photo de la boucle d'oreille en rubis qu'elle avait prise avant que Laurent ne la confisque. C'est une de ses pièces, n'est-ce pas? Bastien fixa l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration devint sifflante, lourde. Son visage se figea dans une expression indéchiffrable, un mélange de terreur et de convoitise absolue. « Où avez-vous trouvé ça ?» siffle-t-il, la voix soudain menaçante. Camille sentit le danger. « Dans la rivière, mentit-elle rapidement. Mais la police l'a prise. On voulait juste savoir d'où ça venait. » L'attitude de Bastien changea instantanément. Il recula brusquement, renversant presque son verre de vin. La police là. Parfait. Oubliez cette histoire. Vous feriez bien de rentrer chez vous. L'atmosphère de la pièce était devenue irrespirable. Camille attrapa le bras de Chloé et la tira vers la sortie. « Merci, Bastien. On te laisse. » Elles dévalèrent les escaliers en bois branlant, le cœur battant. Une fois dans la rue, Chloé éclata. « Il ment. Tu as vu ses yeux quand j'ai montré la photo. Il bavait. Ce type sait exactement où est le trésor, ou bien il le cherche. » Camille frissonna, relevant le col de sa veste contre le vent glacial. « Il était terrifiant, avoua-t-elle. Tu crois que c'est lui qui a tué Élise ?» Chloé hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr. Élise cachait le reste du trésor dans sa cabane dans les bois. Bastien a dû essayer de la faire parler. Quand elle a refusé, il l'a tuée et jetée dans la rivière. » Camille ferma les yeux, une boule de peur au creux de l'estomac. « C'est une théorie, mais on n'a aucune preuve. On doit prévenir Laurent. » Chloé cracha par terre. « Ton beau capitaine ne nous croira jamais. On a besoin de preuves. Ce soir, je vais fouiller la cabane d'Élise dans la forêt. » Camille la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Tu es folle, Chloé. C'est en plein milieu des bois. C'est dangereux. » Chloé planta ses yeux noirs dans ceux de Camille. « J'ai fui la Côte d'Azur parce que j'avais peur. Je refuse d'avoir peur dans mon propre village. Si je trouve la planque, on la porte aux flics sur un plateau d'argent. Je te promets que je ferai attention. » Camille essaya de l'en dissuader pendant des heures, mais l'obstination de Chloé était légendaire. Le soir tomba lourdement sur Val-de-Loup. Un orage menaçant s'amoncelait à l'horizon, colorant le ciel d'un violet meurtri. Camille, restée dans sa chambre, ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'horloge du clocher sonna minuit. Les premières gouttes de pluie s'abattirent violemment sur les carreaux. Camille tournait et se retournait dans son lit, l'angoisse lui nouant la gorge. L'image du regard fou de Bastien dans son appartement revenait sans cesse la hanter. Et si Chloé tombait sur le meurtrier dans la forêt?
Soudain, le vibreur de son téléphone sur la table de nuit déchira le silence de la pièce. L'écran affichait le nom de Chloé. Camille décrocha immédiatement, le cœur au bord des lèvres. Camille, la voix de Chloé était un murmure haché, terrifié. « Camille, aide-moi, je suis près de la cabane, il y a quelqu'un avec moi. » Il a une pelle, un craquement sourd résonna dans le combiné, suivi d'un halètement de douleur. « Chloé, Chloé, réponds-moi » hurla Camille dans le téléphone. Mais la ligne resta muette. Puis le bruit d'une lutte, un téléphone qui tombe lourdement dans la boue, et enfin un silence de mort, coupé seulement par le bruit de la pluie qui tombait. Le sang de Camille se glaça dans ses veines. La panique s'empara d'elle d'une force inouïe. Sans réfléchir, elle enfila un jean sur son pyjama, glissa ses pieds nus dans ses baskets humides et attrapa une veste imperméable. Elle devait agir, elle ne pouvait pas perdre sa seule amie. Elle sortit en courant dans la nuit noire, l'orage éclatait avec une violence inouïe. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant les ruelles désertes d'une lumière fantomatique. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes de terreur. Elle ne connaissait qu'une seule personne capable de l'aider, le capitaine Laurent. Elle courut à en perdre haleine vers la gendarmerie. Les poumons en feu, les muscles douloureux, Camille martela la lourde porte en bois du poste de police. « Ouvrez, je vous en supplie, ouvrez. » Après de longues secondes insoutenables, la porte s'entr'ouvrit. Laurent apparut, les cheveux ébouriffés, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un pantalon de treillis. « Qu'est-ce qui se passe ?» grogna-t-il, les yeux plissés par le sommeil. Camille s'effondra presque contre lui, tremblante de froid et de peur. « C'est Chloé, elle est allée dans la forêt, à la cabane d'Élise. Quelqu'un l'a attaquée, j'ai entendu au téléphone. » Le visage du capitaine changea instantanément. La fatigue disparut, remplacée par une concentration mortelle. L'instinct du prédateur. Il l'attrapa par les épaules, la redressant avec force. « Montrez-moi le chemin. » Il attrapa sa ceinture avec son arme de service, une puissante lampe torche et les clés de son véhicule tout-terrain. Ils sautèrent dans le 4x4 de fonction. Les pneus crissèrent sur le bitume mouillé. Le moteur rugit, fendant la nuit noire. Camille s'accrochait à la poignée, priant de toutes ses forces pour qu'il ne soit pas trop tard. L'obscurité de la forêt semblait vouloir les engloutir tout entiers. Le véhicule s'arrêta brusquement à l'orée du bois, les phares balayant les troncs d'arbres immenses. « À partir d'ici, on continue à pied, » ordonna Laurent en dégainant son arme. « Restez derrière moi, et quoi qu'il arrive, ne faites pas de bruit. » Le faisceau de la lampe torche perçait péniblement l'obscurité. Le bruit de la pluie couvrait leurs pas. Le sol boueux aspirait leurs chaussures. Camille marchait dans l'ombre large du policier. Une odeur forte de bois pourri et de terre retournée flottait dans l'air. Au bout d'une dizaine de minutes de marche éprouvante, une masse sombre apparut à travers les feuillages. La cabane d'Élise, une structure misérable faite de planches pourries, de tôles rouillées et de bâches en plastique déchirées. Laurent fit un signe de la main, intimant à Camille de s'arrêter derrière un chêne massif. Il s'avança à pas de loup. Soudain, un éclair illumina la clairière. Camille vit une silhouette imposante se tenir au-dessus d'une forme inerte sur le sol. L'homme levait une pelle au-dessus de sa tête, prêt à frapper. C'était Bastien. Le visage déformé par une rage meurtrière, il s'apprêtait à fracasser le crâne de Chloé, évanouie dans la boue. « Police, lâchez votre arme !» hurla la voix de Laurent, puissante et autoritaire, couvrant le grondement du tonnerre. Le rayon aveuglant de la lampe torche frappa Bastien en plein visage. L'archiviste sursauta, aveuglé. Il lâcha la pelle qui tomba lourdement dans l'herbe mouillée. « Ne bougez plus » ordonna le capitaine en s'avançant, son pistolet braqué droit sur la poitrine de l'homme. Bastien balbutiait des mots incohérents. « Le trésor. Il est à moi. Je le cherche depuis des années. C'est moi qui connais l'histoire. » Il a soudainement plongé la main dans sa veste. Laurent n'hésita pas une seconde. Il bondit en avant avec une rapidité foudroyante, balayant les jambes de Bastien d'un coup de pied précis. L'archiviste s'effondra dans la boue avec un grognement de douleur. En une fraction de seconde, Laurent lui immobilisa les bras dans le dos et fit claquer les menottes métalliques autour de ses poignets.
Fini de jouer, l'historien, cracha le flic. Camille ne prêtait plus attention au meurtrier. Elle s'était précipitée vers Chloé, tombant à genoux dans la vase. Son amie saignait au niveau de la tempe. « Chloé, je t'en prie, réveille-toi. » Chloé ouvrit péniblement un œil. Ses doigts s'agrippèrent au bras de Camille. « Saleté d'Intello » murmura-t-elle dans un souffle. « Il frappe fort pour un gringalet. » Camille éclata en sanglots, de soulagement cette fois. Laurent contacta les secours avec sa radio crépitante. Quelques minutes plus tard, la forêt fut envahie par les gyrophares bleus. Les pompiers prirent en charge Chloé, tandis que d'autres gendarmes embarquaient Bastien, Défait et Pleurnichard. Laurent s'approcha de Camille, essuyant la pluie sur son visage. C'était -1. Votre ami a la tête dure, heureusement. Camille le regarda, les yeux brillants d'admiration. Merci, capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Il rangea son arme, un sourire timide adoucissant ses traits d'ordinaire si durs. C'est mon métier. Mais je dois admettre que vous aviez raison depuis le début. L'instinct féminin est parfois plus affûté que la science légale. Il regarda la cabane misérable d'Élise. Il a avoué pendant que je le menottais. Il a torturé Élise pour savoir où elle cachait le reste des bijoux de sa famille. Elle n'a jamais parlé. Alors il l'a étranglée et l'a balancée dans la louve. La vérité était aussi sordide que tragique. La cupidité humaine avait détruit la vie d'une femme qui avait déjà tout perdu par amour. Camille frissonna de dégoût. Le trésor valait-il la mort d'une innocente? Le lendemain, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'un bleu éclatant lavé de ses impuretés. Chloé reposait à l'hôpital du chef-lieu, la tête bandée, l'humeur massacrante face à la nourriture infâme de l'établissement. Camille était assise à son chevet. « Tu as vu la une du journal local ?» demanda Chloé, un faible sourire aux lèvres. « On est des héroïnes, surtout toi. C'est grâce à ton flic bourru qu'on est en vie. » Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée. Un homme grand, vêtu d'un costume italien sur mesure, fit irruption, l'air affolé. Antoine, le restaurateur de la Côte d'Azur. « Chloé, mon amour, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écria-t-il en se précipitant vers le lit. Camille se leva discrètement. Antoine expliqua qu'il n'avait rien à voir avec la mafia. Les hommes effrayants étaient des créanciers d'un ancien associé véreux. L'affaire était réglée. Il était venu la chercher pour la ramener dans le luxe de Nice. Chloé pleurait de joie dans les bras de son millionnaire. Camille sourit tendrement et quitta la chambre pour leur laisser un peu d'intimité. Dans le couloir de l'hôpital, elle respira profondément. L'air sentait l'antiseptique, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait légère. Le poids de son passé parisien, la trahison de Julien, l'humiliation, tout cela semblait appartenir à une autre vie. En sauvant son amie, en affrontant ses peurs dans cette forêt obscure, elle avait retrouvé la Camille, forte et courageuse qu'elle pensait avoir perdue à jamais. En sortant de l'hôpital, le soleil l'éblouit. Appuyé contre son véhicule tout-terrain, le capitaine Laurent l'attendait. Il tenait 2 gobelets de café fumant. Il portait un blouson en cuir qui le rendait étonnamment séduisant. « Vous permettez que je vous dépose chez vous ?» demanda-t-il avec ce sourire en coin qui lui donnait un charme fou. Camille s'approcha, prit le café et laissa ses doigts effleurer délicatement ceux du policier. « Avec plaisir, Laurent, et peut-être qu'ensuite vous pourriez me faire visiter le vrai Val-de-Loup, celui sans meurtre et sans trésor maudit. » La vie, finalement, reprenait son cours. Le trajet du retour se fit dans une atmosphère détendue, ponctuée par les éclats de rire de Camille. Le paysage normand défilait par la fenêtre, et la jeune femme réalisait que cette terre, qu'elle considérait comme une prison autrefois, était en réalité son sanctuaire. Elle avait affronté la mort, découvert la trahison, mais aussi la loyauté indéfectible d'une amitié. Julien ne comptait plus. Les appartements bourgeois de Paris ne l'attiraient plus. Ce qu'elle voulait, c'était reconstruire sa vie ici, avec des personnes authentiques. Laurent gara la voiture devant la petite maison de Sophie. Les fleurs du jardin embaumaient l'air pur. Il arrêta le moteur et se tourna vers elle, son regard sombre plongé dans le sien. « Vous savez, Camille, Val-de-Loup est un endroit paisible la plupart du temps, et la police locale pourrait avoir besoin de quelqu'un d'aussi tenace que vous. Pourquoi ne pas envisager de passer le concours ?» Elle sourit, surprise et touchée par sa proposition.
C'était une idée brillante. L'architecture n'était peut-être pas sa véritable vocation. Protéger les autres, chercher la vérité, voilà ce qui faisait vibrer son cœur meurtri. Le temps passa sur le village. Les fouilles minutieuses menées par les gendarmes dans la cabane d'Élise ne révélèrent jamais le reste du fameux trésor du marquis. Peut-être que la vieille femme l'avait enterré profondément, ou peut-être qu'il n'avait jamais existé, n'étant qu'une légende amplifiée par la folie de Bastien, mais cela n'avait plus d'importance. Élise reposait enfin en paix dans le petit cimetière communal, sa tombe fleurie régulièrement par Camille. Chloé envoyait des cartes postales de la Riviera, se prélassant au soleil avec Antoine, loin des complots de province. Quant à Camille, elle avait trouvé sa place. Le soir, tombait doucement sur les collines verdoyantes. Elle ferma la porte de la maison de sa mère et se dirigea vers le centre du village. À la terrasse du seul café de la place, Laurent l'attendait. Il leva son verre de vin blanc en la voyant approcher, ses yeux pétillants d'une affection sincère. Elle s'assit face à lui, sentant la chaleur du soleil couchant sur sa peau. « C'est une belle soirée, murmura-t-elle. Il prit sa main sur la table. « La plus belle, répondit-il doucement. » Leur relation grandissait à l'abri des regards indiscrets, rythmés par les saisons qui coloraient les forêts environnantes. Camille avait commencé à réviser pour les examens d'entrée dans les forces de l'ordre, soutenue chaque jour par Laurent. Sa mère, Sophie, rayonnait de bonheur en voyant sa fille renaître de ses cendres. Les cauchemars de Paris, les années perdues à soigner une belle-mère ingrate, n'étaient plus que de lointains souvenirs balayés par le vent frais de la Normandie. Parfois, en marchant le long de la Louve, Camille repensait à cette journée fatidique où tout avait basculé, la main pâle dans l'eau, le cri de Chloé, la folie destructrice d'un homme rongé par l'appât du gain. Le destin est une force étrange, se disait-elle souvent. Il vous arrache tout pour vous obliger à ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. Si elle n'avait pas été expulsée de chez elle comme une moins que rien, elle n'aurait jamais sauvé son amie, n'aurait jamais rendu justice à une âme perdue et n'aurait jamais croisé la route de l'homme qui tenait maintenant son cœur entre ses mains fortes et protectrices. La nuit enrobait Val-de-Loup d'un manteau d'étoiles scintillantes. Camille et Laurent marchaient bras dessus, bras dessous dans les ruelles pavées, éclairées par la lumière blafarde des vieux réverbères. Le silence du village n'était plus oppressant. Il était devenu une douce mélodie, une promesse de sécurité et de paix. Il s'arrêta devant l'ancienne abbaye, celle-là même où tout avait commencé, là où les rumeurs macabres avaient pris naissance. « Tu sais, dit Laurent en regardant les ruines majestueuses, je n'aurais jamais cru qu'une Parisienne endurcie par les épreuves pourrait s'acclimater à notre calme provincial. » Camille rit doucement, posant sa tête contre son épaule. « Je n'étais pas une Parisienne, j'étais une prisonnière volontaire. Ici, je suis libre, libre d'être moi-même. » Il déposa un baiser tendre sur son front. Le vent souffla doucement dans les ruines de l'abbaye, emportant au loin les derniers fantômes du passé. Les ombres d'Élise, de Victor et du trésor disparu s'étaient dissipées pour toujours, laissant place à la lumière pure et chaleureuse d'un nouvel amour véritable. C'est ainsi que l'histoire de Camille s'écrivit. Une femme brisée qui, au fond de la boue et du désespoir, a trouvé la force de se relever. Elle n'a pas seulement démasqué un meurtrier impitoyable, elle a découvert sa propre valeur, son propre courage et sa capacité à aimer de nouveau sans crainte. La tragédie avait frappé à sa porte, mais elle y avait répondu avec une bravoure inébranlable. Et vous, chers spectateurs, qu'auriez-vous fait à la place de Camille? Auriez-vous fui face au danger dans la forêt, ou auriez-vous affronté l'assassin pour sauver votre meilleur ami? Pensez-vous que les fantômes du passé méritent d'être exhumés au prix de sa propre vie? Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'or caché sous la terre, mais dans les liens que nous tissons avec ceux que nous aimons. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette enquête vous a tenu en haleine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes et pleines de suspense. Et surtout, laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. À très bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle. L'arrestation de Bastien a mis fin à une tragédie qui couvait depuis des décennies dans les ombres de Val-de-Loup.
le trésor maudit du marquis n'a jamais été retrouvé, gardant ses secrets enfouis sous la terre normande. Chloé a retrouvé le faste de la Côte d'Azur avec Antoine, réalisant que le vrai danger ne venait pas toujours de là où on l'attend. Camille, autrefois victime des circonstances et d'un amour destructeur, s'est forgé une destinée radieuse au sein des forces de l'ordre, trouvant l'âme sœur en la personne du capitaine Laurent. La justice a triomphé et la vie a repris ses droits. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'au bout. Si le courage de Camille et les mystères de Val-de-Loup vous ont fait vibrer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un commentaire. Auriez-vous eu le cran de chercher un tueur au cœur de la nuit? Votre avis nous intéresse.